Nous avons vu jusqu'ici que tout programme manipule des données et que ces données sont stockées dans ce qu'on appelle des variables. Nous avons également vu qu'à toute variable en Java doit être associé un type qui représente le type de valeur qu'on veut stocker dans la variable. Jusqu'à présent, les types que nous avons examinés sont des types simples, par exemple des entiers, des doubles ou des booléens, qui permettent effectivement de modéliser des données de type élémentaire, comme par exemple des dimensions, des expressions logiques et des choses de cette nature. Dans de nombreuses situations, il est nécessaire de représenter des données de type plus sophistiqué, de manipuler des ensembles de données comme un tout, et c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. L'objectif du cours d'aujourd'hui est donc d'aller au-delà de l'utilisation des types simples comme les entiers, les doubles, les caractères ou les booléens et apprendre à manipuler des données plus sophistiquées en composant des données de type élémentaire. En programmation, de façon générale, un type de données structurées, composées ou évoluées va permettre essentiellement de manipuler un ensemble de données comme un tout. Par exemple, si dans un programme j'ai besoin de modéliser un ensemble d'âge, qui est un ensemble de données homogènes de type entier ici, il est naturel de penser à quelque chose qui ressemblerait à un tableau de données que je peux manipuler comme un tout. Je peux imaginer des représentations sophistiquées de cette nature également, où la nature des données est hétérogène, comme par exemple ici une chaîne de caractères, un double et un entier. De façon plus simple, on peut aussi considérer qu'une chaîne de caractères est un type composé, puisqu'une chaîne de caractères est un ensemble de caractères. Donc permet de manipuler un ensemble de caractères comme un tout également. Nous allons donc aujourd'hui continuer à explorer les briques de base qui permettent en Java de construire un programme en termes de traitement et de données. Aujourd'hui, nous allons travailler plutôt sur le volet des données et examiner comment on peut travailler avec des tableaux de données. Plus précisément, nous allons travailler avec des tableaux de taille fixe pour la séquence qui nous occupe aujourd'hui. Pour illustrer l'utilité des tableaux en programmation, voici un petit exemple d'introduction. Imaginez par exemple que vous souhaitiez écrire un petit programme qui manipule des scores de joueurs. Et le but est simplement ici de permettre d'afficher le score de tous les joueurs, de calculer la moyenne de l'ensemble de ces scores et d'afficher pour chacun des scores l'écart à la moyenne. Nous allons dans un premier temps essayer d'écrire un programme Java capable de réaliser ces traitements, mais en utilisant uniquement les moyens dont nous disposons jusqu'ici, c'est-à-dire des données de type élémentaire. Nous n'allons pas être très ambitieux pour commencer et nous allons imaginer que nous avons simplement 2 joueurs à représenter. Nous avons donc à modéliser les scores de 2 joueurs, ce que l'on peut faire avec les moyens existants au travers de 2 variables de type entier, la variable score 1, la variable score 2. On imagine que dans ce programme, ces valeurs sont obtenues au travers d'une interaction clavier, comme ici. Une fois que ces valeurs sont obtenues, le calcul de la moyenne peut se faire simplement en sommant les 2 scores et en divisant la somme par 2. Et ensuite, nous pouvons procéder à l'affichage des scores et de l'écart à la moyenne pour chacun des scores. Ici, nous affichons le score 1 et l'écart à la moyenne du score 1, et nous faisons pareil pour le score 2. Une question qui va naturellement se poser ici, c'est comment procéder si on se trouve avec davantage de joueurs. Donc, bien évidemment, il faudra ajouter autant de variables que l'on a de joueurs. Et typiquement, dans le cadre de cet exemple où l'on a 5 joueurs, on se trouverait dans l'obligation de déclarer 5 variables. Score, une pour chaque joueur. Ce qui est déjà relativement laborieux. Le calcul de la moyenne se complexifie puisque désormais on doit sommer les valeurs de 5 variables. Et puis, comment faire les affichages? Donc on se dit qu'on doit répéter pour chacun des scores la ligne d'instruction qui permet d'afficher le score et l'écart à la moyenne. On aimerait bien contourner ce côté un petit peu laborieux de répéter chacune des instructions et donc on va penser naturellement à utiliser une boucle. Donc comment faire si on souhaite procéder à l'affichage des différents scores et des écarts à la moyenne en utilisant une boucle? Une solution naturelle ici serait d'imaginer d'employer une boucle for qui nous permettrait d'itérer sur chacun des scores et pour chacun de ces scores réaliser les affichages souhaités. On peut donc imaginer d'écrire cette boucle for dans cet esprit. On aurait un compteur qui itérerait du premier score jusqu'au dernier et pour chacun des scores, on réaliserait les affichages souhaités. Si l'on examine cependant ce programme un peu plus en détail, donc la boucle for et même l'intégralité du programme, on se rend compte cependant que cette approche ne répond pas de façon complètement satisfaisante à tous les besoins
besoins qu'on peut envisager dans ce contexte. Imaginons par exemple que je souhaite procéder avec plus de joueurs que 5, c'est-à-dire 100 ou 1000. Dans ce cas-là, le programme prendrait des dimensions ingérables. Il faudrait introduire un millier de variables, par exemple, complexifier le calcul de la moyenne. Ensuite, si l'on regarde la façon que nous avons eu d'écrire le score ici pour accéder au IM score de la séquence, en réalité, cette syntaxe n'est pas une syntaxe valable en Java pour désigner le IM élément d'une séquence. Et puis, dernier point, l'approche que nous avons utilisée ne répond pas non plus de façon satisfaisante à la situation où le nombre de joueurs n'est pas connu au départ. Donc, si l'on veut écrire un programme de cette nature, l'outillage dont nous disposons jusqu'ici ne répond pas de façon satisfaisante à nos besoins dans ce contexte, et les tableaux sont le moyen de remédier à cela. Pour vous donner une idée concrète de ce que c'est que la notion de tableau, voici comment s'écrirait le programme précédent en utilisant ce concept. Donc l'idée, ça serait d'utiliser un nouveau type de données, le type ici tableau d'entier, dont nous verrons la syntaxe plus en détail dans le cadre de cette vidéo. Et principalement, lorsque l'on déclare un tableau, on peut manipuler une séquence de données comme un tout et accéder au IM de l'élément de la séquence au moyen de l'indexation. Donc nous voyons que le programme précédent s'écrit de façon beaucoup plus concise. Nous pouvons notamment gérer toute la partie qui lie les scores de façon unifiée au travers d'une boucle for. Ensuite, peu importe le nombre de scores, nous écrirons le programme de la même façon que nous ayons affaire à 5 ou à 1000 joueurs. Et puis, nous pouvons également désormais gérer le fait que le nombre de joueurs n'est pas connu au départ et donc lire le nombre de scores avant d'exécuter le calcul que nous voulons réaliser sur les scores. Un tableau en programmation est donc un type de données qui nous permet de manipuler une collection de valeurs homogènes comme un tout. Les valeurs sont toutes du même type dans un tableau. Ici, vous avez sous les yeux un exemple représentant un tableau d'entier. Toutes les valeurs contenues dans le tableau score sont de type int. On peut bien sûr définir en Java des tableaux de n'importe quel type connu, tableaux d'entiers, de doubles, de quarts et de n'importe quel autre type connu, y compris des tableaux de tableaux. En programmation, de façon générale, on peut considérer qu'il existe a priori 4 types de tableaux. Ceci en fonction de la réponse aux questions suivantes. Première question, est-ce que la taille du tableau est connue a priori? C'est-à-dire au moment où je commence à écrire le programme, je sais quelle taille a le tableau ou je ne sais pas quelle taille a le tableau. Donc on peut avoir 2 réponses possibles à cette question. Et deuxième question, est-ce que la taille peut varier lors de l'utilisation du tableau? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fixé une taille à mon tableau, est-ce que je peux faire varier cette taille pendant que le programme s'exécute ou est-ce que cette taille va rester fixée une fois pour toutes? Le type de tableau le plus souple, le plus général, qui répond au maximum de besoins, est sans aucun doute celui qui se trouve dans cette configuration, c'est-à-dire un tableau dont la taille initiale n'est pas connue au moment où je rédige le programme. On peut fixer cette taille au moment où le programme s'exécute, mais je ne la connais pas quand j'écris le programme. Et cette taille peut également varier pendant que le programme s'exécute. Si l'on imagine par exemple que je souhaite écrire un programme qui gère les âges des inscrits à ce cours, donc le nombre d'inscrits n'est pas connu au moment où j'écris le programme, mais va être déterminé au moment où je lance l'exécution du programme avec le nombre d'inscrits effectifs que j'ai à ce moment-là. Et puis, on peut imaginer qu'en cours d'exécution, j'ai de nouveaux inscrits, donc le tableau va augmenter de taille. Je peux également imaginer qu'il y ait des gens qui se désinscrivent au cours et à ce moment-là, la taille du tableau va diminuer. À l'autre extrême, il existe des tableaux dont la taille est connue au moment où j'écris le programme et dont la taille n'est pas amenée à changer en cours d'exécution du programme. Donc cette configuration-là. Par exemple, si je veux écrire un programme qui manipule des vecteurs à 2 dimensions, donc je sais que mon vecteur à 2 dimensions a 2 composantes exactement et pas plus, donc une composante pour x et une composante pour y, et je sais qu'un vecteur à 2 dimensions va rester un vecteur à 2 dimensions pendant toute l'exécution du programme, et donc sa taille ne va pas changer pendant que j'exécute le programme. Situation intermédiaire, le cas où un tableau a une taille qui n'est pas connue au moment où je rédige le programme, mais une fois que cette taille est fixée, elle ne va plus évoluer pendant que le programme s'exécute. Donc ce cas de figure-là.
Par exemple, on peut imaginer que j'écris un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs. Au moment où j'exécute le programme, je ne sais pas combien de joueurs vont intervenir exactement dans le jeu. Donc, quand le programme s'exécute, il va demander combien de joueurs interviennent. Par exemple, il y en a 5. Une fois que ces 5 joueurs interviennent dans la partie doit se dérouler avec les 5 joueurs et pas plus. Donc, la taille du tableau n'est pas amenée à évoluer pendant que le programme s'exécute. Dernier cas de figure enfin, peut-être un peu plus difficile à illustrer, un peu moins intuitif, celui où la taille du tableau est connue a priori au moment où j'écris le programme et dont la taille peut varier pendant que j'exécute le programme. Par exemple, je veux représenter le nombre de cantons d'un pays. Donc ce nombre de cantons est fixé, connu a priori, donc au moment où j'écris le programme, je sais par exemple qu'il y en a 26. Et puis on peut imaginer que, à un moment donné, un nouveau canton se crée dans le pays, ou que 2 cantons fusionnent en un seul, donc la taille du tableau va être amenée à augmenter ou diminuer pendant que le programme s'exécute. Ce dernier cas de figure est sans doute le moins naturel et le moins fréquent dans la pratique. La plupart des langages de programmation ne vont pas offrir un outil spécifique dédié pour la gestion de chacun des cas qui se présentent ici. Par exemple, en Java, nous disposons principalement de 2 outillages, celui qui permet de gérer des tableaux de taille dynamique, ici par exemple au moyen d'un type prédéfini de Java qu'on appelle les array lists et qui répond aux besoins des situations 1 et 2, et puis les tableaux de taille fixe qui vont nous occuper dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui et qui répondent aux besoins des situations 3 et 4.